Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, suspension des négociations entre le pouvoir militaire et les chefs de la contestation soudanaise et fermeture des écoles suite au décès de 6 personnes, dont 5 lycéens, intervenus lors d'une manifestation ce lundi 29 juillet à Al-Obeid, dans le centre du pays. En Côte d'Ivoire, le projet de loi controversé sur la recomposition de la commission électorale indépendante a été adopté ce mardi 30 juillet en séance plénière au Parlement ivoirien, où les députés du parti au pouvoir sont majoritaires. Et puis en Éthiopie, les autorités poursuivent leur opération de séduction auprès de la diaspora éthiopienne. Les autorités tablent actuellement sur un projet de loi visant à ouvrir le secteur financier du pays à environ 5 millions de citoyens vivant à l'étranger. Les manifestations ont pris une nouvelle tournure depuis le décès de 5 lycéens durant une manifestation qui a eu lieu à El Obeid au Soudan ce lundi 29 juillet. Mardi 30 juillet, plusieurs lycéens et étudiants sont sortis manifester pour leurs camarades. Les pourparlers entre le mouvement de la contestation et le régime militaire ont été suspendus. Un couvre-feu installé dans différentes villes du pays. Les écoles et lycées ont également fermé leurs portes pour une durée indéterminée sur la demande des autorités. Ibayakout. Cartable sur le dos et drapeau soudanais dans les mains, des centaines de lycéens et étudiants ont manifesté mardi 30 juillet dans les rues de Khartoum, capitale soudanaise. Ils dénoncent la mort de 5 de leurs camarades à l'Obeid ce lundi 29 juillet, tués durant des manifestations. Ces 5 lycéens réclamaient des choses essentielles, de la nourriture après avoir vu tripler le prix du pain, de l'eau difficilement accessible pour les Soudanais et de l'électricité coupée dans différents endroits avec la pénurie de carburant qui sévit dans le pays. Aujourd'hui, nous manifestons pour les droits de ces lycéens tués à El Obeid. Maintenant, tous les jeunes sont sortis manifester pour leurs droits. Durant cette manifestation, plus de 60 blessés ont été dénombrés. Le mouvement de contestation accuse les paramilitaires des forces de soutien rapide, dirigées par Mohamed Hamdan Daglo, d'avoir ouvert le feu contre la foule. Cette situation a mené à la suspension des pourparlers entre les membres du mouvement de la contestation et les généraux au pouvoir. Ces négociations allaient permettre de finaliser les derniers points après la conclusion d'un accord de partage du pouvoir ce 17 juillet. Cet accord prévoit un conseil souverain composé de 5 militaires et 6 civils pour une durée de 3 ans. Ce qui est arrivé à El Obeid et tout ce qui s'est passé auparavant, ce sont des événements regrettables. Personne n'accepte l'assassinat d'un Soudanais. Et cela doit nous motiver à signer l'accord le plus vite possible pour revenir à une situation normale. L'UNICEF a appelé les autorités à enquêter et traduire en justice tous les auteurs de violences contre des enfants. De plus, les autorités ont imposé un couvre-feu nocturne à El Obeid et dans 3 autres localités du Soudan. Les écoles primaires et les lycées sont également fermés pour une période encore indéterminée. L'Union africaine a demandé, ce mercredi 31 juillet, un procès rapide pour les personnes impliquées dans ces meurtres. En Côte d'Ivoire, le projet de loi sur la recomposition de la commission électorale indépendante a été voté mardi 30 juillet en séance plénière au Parlement. Avec une majorité des députés issus du parti au pouvoir, le texte a été adopté sans surprise à une large majorité avec 124 voix pour, 78 voix contre et une abstention. Le gouvernement se dit satisfait de ce dénouement. Cette recomposition de la CEI, selon les autorités, répond aux exigences de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui avait émis fin 2016 un arrêt recommandant une CEI plus équilibrée. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Olivier Diacotin. En Côte d'Ivoire, la loi sur la recomposition de la commission électorale indépendante a été adoptée le 30 juillet 2019 par 124 voix pour, 78 contre et une abstention. La commission centrale de la CEI comportera désormais 15 membres au lieu de 17. 3 de la majorité présidentielle, 3 de l'opposition, 6 de la société civile, 1 de la magistrature et 2 représentants de l'exécutif. Nous savons ce que nous voulons et nous ne transigirons pas sur les questions fondamentales. Il faut une CEI véritablement équilibrée, une CEI indépendante, une CEI qui peut inspirer confiance à tous les acteurs, une CEI qui peut aussi inspirer confiance aux électeurs. Une partie de l'opposition et de la société civile toujours insatisfaite de la nouvelle mouture de la CEI compte saisir certaines juridictions compétentes, organiser des sit-ins et marches pacifiques. Mais la majorité présidentielle reste optimiste. Il y a toujours un peu de bruit autour, mais après,
Les gens s'entendent toujours. Vous savez, le politique, il retombe toujours sur ses pieds. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens ne veulent plus de guerre dans ce pays. Il faut en tenir compte. Il faut vraiment en tenir compte. Également, il ne faut pas profiter aussi de la naïveté du peuple. La nouvelle CEI organisera la très attendue présidentielle de 2020. Un véritable test pour une institution toujours décriée depuis sa création en 2001. Suite au décès de l'ancien président tunisien Béji Caïd Essebsi survenu le 25 juillet, l'élection présidentielle tunisienne anticipée a officiellement été fixée au 15 septembre 2019 par l'instance supérieure indépendante pour les élections. Les candidatures pour l'élection présidentielle seront ouvertes du 2 au 9 août. Le président de l'ISIE, Nabil Bafoun, a également précisé que la liste provisoire des candidatures retenues sera annoncée au plus tard mercredi 14 août prochain et la liste définitive le 31 août 2019. L'opération de charme auprès de la diaspora éthiopienne se poursuit. Le Parlement éthiopien a voté ce mercredi 31 juillet un projet de loi visant à ouvrir le secteur financier du pays à environ 5 millions de citoyens vivant à l'étranger, notamment ceux disposant d'une double nationalité. Le texte leur permettant notamment d'acheter des actions dans des banques locales et de commencer des activités de prêt. Corinne Kamse. C'est une autre avancée pour la diaspora éthiopienne. D'après un projet de loi adopté ce 31 juillet par le Parlement, elle bénéficie désormais de plusieurs facilités financières dans le pays. Les citoyens éthiopiens vivant à l'étranger et même ceux disposant d'une double nationalité pourront dorénavant effectuer les transactions financières dans les banques locales au même titre que les populations locales. Le retour de ces investisseurs, en leur permettant d'avoir accès aux comptes bancaires, permettra alors de booster l'économie éthiopienne. Et ça, c'est un principal défi que le Premier ministre actuel, Abiy Ahmed, veut notamment entamer pour pouvoir permettre alors évidemment la réconciliation non seulement politique en Éthiopie, mais essentiellement lutter contre les inégalités sociales évidemment en Éthiopie. Cette ouverture s'inscrit dans les grandes réformes initiées par le Premier ministre Abiy Ahmed depuis son arrivée au pouvoir en avril 2018. Elle permettra d'accroître les investissements étrangers dont l'économie de ce pays a tant besoin, mais aussi de renforcer les réserves de change qui se raréfient. L'Éthiopie aujourd'hui, c'est une croissance économique de quasiment 8 à 9% depuis quasiment les 5 dernières années. Et malheureusement, cette croissance économique aujourd'hui n'est pas véritablement inclusive parce qu'elle n'intègre pas essentiellement les Éthiopiens. Le retour de tels investisseurs, en leur permettant d'avoir accès notamment à des comptes bancaires, en leur permettant de pouvoir revenir en Éthiopie en tant que tel, cela va permettre de créer des emplois. La diaspora éthiopienne est aujourd'hui évaluée à près de 5 millions de personnes. En 2017, le montant des fonds transférés par celle-ci au pays a atteint 4,6 milliards de dollars, soit une contribution de 5% au produit intérieur brut. Cette nouvelle loi vient appuyer la création en mars 2019 d'une agence essentiellement consacrée à la diaspora avec comme mission principale d'œuvrer à la pleine participation de cette couche sociale au développement du pays. Également dans l'actualité, décès d'un patient atteint d'Ebola à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo ce mercredi 31 juillet. C'était la deuxième personne contaminée par le virus dans la capitale du Nord Kivu depuis le début de l'épidémie le 1er août 2018. Les responsables ont assuré que tout a été mis en œuvre pour faire vacciner tous ceux avec qui il aurait pu entrer en contact et donc éviter la propagation de la maladie. Rappelons que le virus Ebola, récemment classé urgence sanitaire mondiale, a déjà fait plus de 1700 victimes dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri depuis le début de l'épidémie. Au total, 60 jeunes venus de 29 pays africains ont pris part à la 17e édition du Basketball Without Borders qui se clôture ce mercredi 31 juillet au Sénégal. C'est en présence de plusieurs responsables de la NBA, d'anciens et actuels joueurs de la Ligue de basket nord-américaine, édition 2019 qui n'a pas dérogé à son volet social. La ville de Guédiawaye, banlieue de la capitale Dakar, a notamment réceptionné 2 terrains de basket rénovés. Marcel Farba-Maroun. Les populations de la ville de Guédiawaye, l'une des banlieues dakaroises, ont eu le privilège de recevoir des personnalités du basketball venues de la NBA, plus précisément dans la commune de Ndjarem Limamoulaye. Après le camp d'entraînement qui a eu lieu à Diamniadio le 29 juillet, le volet social a également été pris en compte avec, comme fait marquant de cette journée, la réception de 2 terrains de basketball. Il faut se réjouir de cette cérémonie, qui est une cérémonie vraiment indescriptible par la pertinence de l'action, par le niveau des invités et par l'importance
des acteurs du basket. Et on peut dire que c'est le basket mondial qui s'est retrouvé aujourd'hui à Ndiarème Limamoulaye. Les autorités présentes à cette cérémonie ont exhorté les enfants à promouvoir des valeurs basées sur l'esprit d'équipe tout en maintenant une vie saine. Outre l'aspect sportif, les études sont d'une importance capitale pour l'avenir de ces jeunes. Tout ce qu'on a pu obtenir jusqu'ici, c'est grâce aux études. C'est vrai que nous pratiquons le basket, mais ce sont les études qui nous ont permis de jouer au basket. Si nous n'avions pas étudié, nous ne serions pas à l'université ni même à la NBA. Si l'on est en face de cette génération, il faut qu'on lui fasse comprendre que les études sont importantes. Tout ne se résume pas qu'au basket. La 17e édition du Basket Without Borders Afrique devrait permettre à son terme de créer près de 100 espaces dédiés au basketball dans 9 pays en Afrique. L'événement, qui a débuté le 28 juillet, s'achève ce 31 juillet 2019. L'actualité sportive pour terminer. Ce mercredi 31 juillet, le tribunal arbitral du sport a annulé la décision de la Confédération africaine de football de faire rejouer la finale retour de la Ligue des champions africaine entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca qui s'est tenu le 31 mai dernier. Aucune des autres requêtes formulées n'a été acceptée par le TAS. Le Wydad, qui avait demandé à être sacré en lieu et place de l'ES Tunis et a récupéré la prime de 2,5 millions de dollars promis au vainqueur, a vu sa demande rejetée. Le S Tunis, de son côté, espérait que l'instance entérine son sacre et les primes concernées. Le TAS a précisé que ces éléments seront étudiés et que le résultat des délibérations sera publié dans une sentence finale. La date de cette sentence finale n'a pas été précisée. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.